Bonjour, c'est le dernier débat de la course au large sur le stand de la Barcelona World Race et de l'IMOCA Ocean Masters. Venez, installez-vous, il reste encore quelques fauteuils. Vous pourrez poser des questions à nos invités du jour pour ce dernier débat. Nos invités qui sont à ma gauche, Frédéric Plisson, journaliste d'Infosport Plus, chaîne du groupe Canal+. Alessandro Di Benedetto, on vous le présente encore. Skipper de Team Plastic, qui a terminé il y a quelques jours, quelques semaines à peine, la Transat Jacques Vabre, et puis dont on se souvient évidemment pour son Vendée Globe, mis en lumière justement par ces images qu'il nous a envoyées du large. Et Hervé Borde, directeur de la société Nefertiti Productions, donc de la production audiovisuelle, qui a l'habitude donc de produire des images, des films, des magazines sur le monde de la voile. Alors première question évidemment pour Alessandro. On se souvient de ton Vendée Globe. Qu'est-ce que ça a été pour toi, ce Vendée Globe, cette aventure, surtout au travers de tout ce que tu as pu nous raconter? J'aurais besoin de quelques jours pour raconter ça, donc si vous avez le temps, des sacs de couchage, on y va. Bon, à part la blague, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment, c'est quelque chose qui était énorme au point de vue humain, au point de vue communication, relations, médias, public. Et c'est énorme, c'est que on voit maintenant, même on nous arrête dans les gares, dans les aéroports, en Italie, en France, dans le métro, avec Didier aussi. On reconnaît ma voix parfois, donc parfois ça fait peur. Mais c'est vraiment, c'est magique, c'est fantastique, comme Team Plastic. Et c'est vraiment extraordinaire. Je crois que ça a donné à tout le monde, à toute l'équipe, même si c'est vraiment un petit sponsor, surtout par rapport à tous les autres, aux autres géants. Mais on l'a fait, on est très content, on a terminé. J'ai bien navigué quand même, c'est pas moi qui l'a dit, c'est les autres qui me l'ont dit, dont des très grands marins. Donc je suis très content aussi de la performance sportive. Et c'était très important pour les salariés, déjà de Team Plastic, de mes sponsors, mon sponsor principal, et de tous les autres partenaires. Nous avons créé, je crois, quelque chose de très intéressant au point de vue humain. Et c'était vraiment un esprit d'équipe, et c'était une équipe, et c'est une équipe familiale à la fin. Les sponsors ont participé, les salariés ont participé, le public a participé. Un exemple pour tous, c'est quand on menait le mât. Le mât, nous on traversait les Sables d'Olonne, on s'arrêtait, on nous faisait passer, et au rond-point, il n'y avait pas un coup de klaxon. Les gens du port, le public, on était 30, on a soulevé une demi-tonne de mât de 27 mètres, on a traversé pour faire un chantier. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a eu les bénévoles des Olonnes, du littoral olonnois. Quand il y avait enlevé les logos, le bateau, ça a été VMI, Akena, etc. Donc nous, le Vendée Globe, et la préparation, on l'a fait avec des vieilles voiles aussi. Donc ils sont venus pendant des semaines à enlever les logos des sponsors. Donc vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Toutes ces vidéos que tu as envoyées pendant le Vendée Globe, ça te prenait combien de temps par jour à réaliser? Environ, le tout, ça devait prendre sur les 3 heures environ. Parce qu'il y a quand même, il faut dire, d'un côté, c'était un bon choix, même si quand je suis rentré dans l'organisation, dans la course, c'était un peu difficile d'accepter tout ça. Mais bon, on a des contrats. Hein, bon, le public, c'est pas tout, mais on a des contrats qui sont quand même assez stricts avec l'organisation et tout ça. Je pense qu'à la fin, en fin de compte, c'était un bien parce que de pouvoir envoyer de la haute définition et d'envoyer, à la fin, on a décidé d'envoyer plus que nécessaire. Hein. Didier Hélin a mis quand même un peu d'argent, voire pour l'arrivée. Il a mis environ 10 000 euros afin que ça puisse aller à l'international, en direct, sur Internet. Et moi, j'ai eu des gens au Japon, en Amérique, en Californie, qui ont suivi l'arrivée de Team Plastic. Et je pense qu'à la fin, c'était bien de pouvoir envoyer, être à la fin obligé, mais nous, on l'a fait tranquillement, et d'envoyer des images en haute définition avec du bon son, etc. Ça, c'était un atout en plus pour le caractère international de la course, d'un côté, mais aussi pour avoir une communication et faire connaître de plus en plus la course au large, et là, en particulier, le Vendée Globe, au grand public. Voilà, donc je pense que c'est très important. Mais c'est vrai, ça prend du temps, mais si à la fin, c'était très important aussi parce qu'on pouvait partager. La difficulté, par exemple, que j'ai eue dans mon précédent Tour du Monde en 650,
2009-2010, c'était que je n'avais pas les budgets, l'organisation pour envoyer des vidéos comme ça et donc raconter, et je l'ai fait avec un livre après, mais il n'y avait pas cette chose qui est immédiate, qui est très importante. Il y a un échange, nous on a eu aussi, à part les vidéos que la plupart de vous ont vu, mais il y a eu aussi des messages. Et nous, on a eu des messages des gens, voire qui étaient malades, qui étaient en souffrance, et qui nous ont dit merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour faire voir que même si vous avez des problèmes, à la fin, vous continuez à les résoudre. Et donc, ça veut dire que nous, à terre, on peut résoudre plein de problèmes. Et donc, on a eu des patients psychiatriques qui nous ont suivis depuis la terre, qui ont fait un voyage dans leur tête pour l'intégration et qu'après on a revu. Il y a eu plein d'écoles et le public, voilà, c'est des millions. Vous êtes des millions à la fin. C'est ça qui est impressionnant. Frédéric Plisson, quand on est journaliste pour une chaîne de télévision, chaque Vendée Globe, il y a un marin qui se révèle un petit peu comme ça dans sa communication. C'est un bon client, Alessandro Di Benedetto. On rêve d'avoir un client comme ça. Alors ça tombe très bien parce qu'Alessandro nous avait fait le plaisir en direct sur iTélé de faire la sortie du chenal à l'époque au Sable d'Olonne avec ses centaines de milliers de personnes. C'était une proposition de l'équipe de Team Plastique. On a dit oui tout de suite, quelques jours avant le départ du Vendée. Et puis on s'est dit, bon, on a vécu ça avec Alessandro. On va commencer à le suivre. Et puis on a commencé le premier jour, deuxième jour. On a vu que dès qu'il commençait à se dévêtir, etc., les vidéos arrivaient. Moi j'avais des potes dans la rue qui ne sont pas très fans de voile qui venaient me voir en me disant mais c'est qui ce type sur le Vendée Globe qui winch en slip de bain et qui chante et qui est content, etc. Ça donnait une espèce de fraîcheur. Alors, je ne prends pas mal, Alessandro, ce que je vais dire, mais sur les quelques premiers jours, tu étais presque aussi peu connu, en tout cas ton slip de bain était plus connu que toi. Non, mais c'était des vidéos évidemment extraordinaires. Il y a eu une espèce de dynamisme de la part d'Alessandro, même dans des situations difficiles, avec son visage et ses vidéos, à la découverte d'un truc extraordinaire. Il a fait de ce Vendée Globe une aventure extraordinaire, sincèrement. Et quelque chose finalement quelque chose de simple, parce qu'il y avait une naïveté très positive, en tout cas, dans ses vidéos, dans ses sourires, même dans des moments compliqués, il en faisait des moments de joie, quoi. Ça, c'est rare. Donc, il y a eu Alessandro, il y a eu Tanguy Delamotte, qui a été un client extraordinaire, ça, on s'en doutait. Et puis, nous, on a eu la surprise incroyable de Jean Le Cam, de ses peluches, et Jean, qui sait que tu connais aussi bien que moi, qui s'est livré sur ce Vendée Globe, comme jamais, je crois, sincèrement. Hervé Borde, il y a une évolution des productions d'images par les marins. Ça a changé depuis le premier Vendée Globe. Comment ça a évolué ? Ah oui, ça a effectivement énormément évolué parce que sur le premier Vendée Globe qui est en 89, ni Loïc Perron, ni les différents marins qui ont fait cette course, ni Titouan Lamazou n'avaient de système embarqué leur permettant d'envoyer comme ça, aussi bien que l'a fait Alessandro, les images pendant la course. Par contre, on a récupéré en 89, par exemple, les cassettes après la course. Et c'est après la course, simplement, qu'on a réussi, après 3, 4, 5 semaines après cette épreuve, de monter des films et de montrer ce qu'avaient vécu les marins pendant ce premier Vendée Globe. C'était émouvant, parce que moi, je me souviens, j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans, de voir, et parfois quand je le vois, ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est émouvant. Si vous voyez l'image de Loïc Perron, quand il remet après le dernier essai le bateau de Philippe Poupon, à l'endroit, ça donne les larmes aux yeux. C'est émouvant. Et ce bateau qui part avec les voiles déchirées, je crois qu'il manquait le mât de mezzanine pour se remettre, comme un bateau fantôme, mais avec son skipper vivant à bord, c'est émouvant. Je suis retombé moi récemment sur un vieux Stade 2 avec Gérard Rolls à la présentation, quelques jours après l'arrivée du premier Vendée Globe, avec Titouan Lamazou et Loïc Perron en plateau, qui revenaient sur le fameux filin avec Fleury Michon et son Ladapoc. Et la phrase de Loïc, c'était ah, « Qu'est-ce que c'était contraignant pour moi de filmer, mais qu'est-ce que ça me fera des bons souvenirs ?» Voilà, c'était le début en fait, quoi. Ouais. Hervé, les moyens technologiques ont largement évolué. Est-ce que la façon aussi de se mettre en scène, de filmer, même faire du montage, a progressé du côté des marins ? Ah oui, c'est incontestable. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Port-la-Forêt, par exemple, il y a des stages qui sont organisés pour que les marins soient formés à l'utilisation des caméras, du matériel de montage, du matériel de transmission d'image. Et ce matériel évolue de façon tout à fait considérable. Et d'ailleurs, sur le dernier Vendée Globe, il y avait, grâce à Sodebo, à Patricia Brochard, qui a monté une société sur ce sujet,
il y avait à bord de chacun des bateaux ce qu'on appelait une défi box qui permettait aux marins d'envoyer de façon régulière des images d'une façon beaucoup plus simple que lors du Vendée Globe 4 années avant. Et je pense que le Vendée Globe 2016, ça sera encore plus facile. Le coût a baissé aussi, ce qui permet peut-être aux marins d'envoyer plus d'images ou pas du tout? Ah oui, si, tous les coûts ont baissé. Le coût des images, enfin des caméras, mais ça, je pense que tout le monde ici le sait, parce que c'est quelque part des caméras au grand public, c'est des caméras, des petites caméras Sony, par exemple, ou des choses comme ça. Le coût du matériel de montage est bien évidemment de moins en moins cher, et le coût des minutes de transmission image via Inmarsat est lui aussi beaucoup moins cher. Donc, C'est combien le coût d'une minute? le coût d'une minute de transmission, ça doit être, je crois, c'est 9 $, alors qu'avant, c'était 17 $ la minute de transmission d'image. Donc ça a diminué de façon tout à fait considérable. Tu as explosé ton budget télécommunication? Oui, oui, oui. Mais je crois quand même en HD, je crois qu'on arrive à 250 € la minute de vidéo, je crois, comme coût. Ouais, alors ça dépend de Ouais. quoi on parle. Si quand on parle de minutes Du HD. d'images transmises Oui, ou de minutes de transmission, Oui. ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que Oui. pour transmettre, comme le dit une Alexandre, minute, c'était environ 250, c'est sur ça, les c'est 250 €. c'est plus ou 225 moins. € à peu Ouais. près hors taxe. Et donc après, ça dépend toujours, c'est la même chose, c'est une question de budget, etc. Il y a des sponsors que ça c'est rien pour nous, que nous avions, je crois, parmi le plus petit ou vraiment le plus petit budget de tout le Vendée Globe, qui était un peu plus qu'1 million d'euros. Je crois que c'était 1 million 50 000 €, une chose comme ça. C'est-à-dire, mais tout inclus, quand j'ai dit ça, pour moi, c'est un chiffre qui est énorme. Mais dedans, il y a le bateau, les assurances, les voiles, la logistique, les vidéos, la défi box, communication. les communications, le retour, les repas, les hôtels, et les téléphones, etc. Et tout ça, l'équipe, les salaires, l'assurance pour tout le monde, etc. Donc, c'est rien. C'est rien quand vous pensez qu'un bateau performant qui peut gagner un Vendée Globe dans l'édition précédente, que le bateau, c'est sur les 3,5 millions d'euros, que le bateau avec les voiles à l'eau. Voilà. Oui, mais je et- pense que les retombées d'Alexandro sont considérables par rapport aux millions investis pour Team Plastic. Alors, je ne connais pas les Oui, chiffres après, exacts la sur ce partenaire-là. difficulté, après, c'est différent dans le sens que Team Plastic, ils sont très contents et pour l'impact qu'il y a eu et pour le nom qui se sont faits. Et de l'autre côté, la difficulté, c'est quoi? C'est que c'est des sous-traitants. Donc, Team Plastic, c'est une petite société de 84 salariés de Châteaubriand. Ils font du thermoformage. C'est vrai, ils font des pièces très importantes, par exemple des sièges de pilotes et copilotes qui sont sur Airbus. Ils travaillent aussi pour la défense. Ils font des pare-chocs, des voitures, des caravanes, des cabines de douche, etc. Mais ça reste des sous-traitants. Donc, ils n'ont pas un produit à vendre au grand public. Voilà, comme ça pourrait être Banque Populaire, Massif, etc. Et donc, c'est ça la difficulté. Mais c'est vrai qu'au point de vue communication, connaissance, publicité, en Europe et je pense dans le monde entier, c'est des retombées qu'ils vont voir déjà qu'ils voient déjà maintenant et qu'ils vont voir dans le temps. Voilà. Mais au point de vue relationnel avec leurs clients, ça a changé. Maintenant, ils sont vus comme des partenaires et plus comme des sous-traitants. Voilà. Et alors, ces vidéos que tu envoies, tu les préparais, tu réfléchissais à des idées, des scénarios, c'était Non, instinctif? il pouvait y avoir des idées sympas comme ça, mais après, quand il y a un héron pique-bœuf, c'est les hérons que vous voyez sur les dos des bœufs qui piquent sur les dos dans les documentaires en Afrique, et vous le voyez arriver à bord, lui, il n'était pas... Il n'y avait pas un sponsor qui l'avait envoyé, quoi. Donc c'était du vrai, et tout était du vrai. Après, par exemple, en cuisine, moi j'aime bien cuisiner, je l'ai fait moins dans la Jacques Vabre parce que quand même c'était pour certains côtés un peu plus intense et aussi parce que c'était presque moi que je devais m'occuper surtout des vidéos, mais aussi de donner la relève à l'autre skipper Alberto. Et donc c'était plus compliqué. Dans le Vendée Globe, j'avais un peu plus de temps. Et par exemple, la cuisine, moi je cuisine normalement et à la fin, de temps en temps, j'ai dit, bon, là j'ai oublié, ça fait une semaine que j'oublie, peut-être ça peut être sympa. Et donc là, j'ai mis en route la caméra et c'est ce que vous avez vu. Il y avait un des minestrone, des dizaines de minestrone que j'ai préparés, j'ai pu l'envoyer. Et 2-3 fois que j'ai fait les crêpes, et les beignets, etc. Mais
j'en faisais plusieurs fois. Donc, Et puis il y a Là- les passages importants ou des moments importants comme Noël. Est-ce que les chaînes de télévision, vous demandez aux skippers de se mettre un petit peu en scène justement au moment Non, de mais- Noël pour faire des vidéos un peu différentes? Sur un tour du monde et notamment sur un Vendée Globe, on se rappelle notamment à partir de 96, c'était les cadeaux de Noël, c'était le passage à l'équateur, le coup de champagne, etc. Ça, c'était des choses logiques, mais les marins ne nous envoyaient pas autant de vidéos, comme vient de le dire on a Alessandro eu à la l'instant. chance d'avoir le Père Noël parce que j'étais en dernière position. Donc lui, il commence à partir de l'ouest vers l'est. Donc il est tombé à bord avant chez voilà, Team Plastic. Et je disais d'ailleurs que il se portait mieux probablement quand il allait arriver sur Cheminée Pujula parce qu'il y avait une cheminée sur Cheminée. Donc, Mais sur le pas thème, sur Team Plastic. sur le Il a eu thème- des difficultés de laisser les rênes en orbite autour du mais bateau. sur le thème journalistique, c'est Alessandro qui a le mieux éditorialisé son dernier tour du monde, ça c'est certain. Les skippers envoient énormément de vidéos. L'organisation, il y a une validation de ces images. Qui accepte ça? C'est le Ouais. sponsor, c'est l'organisateur, Alors, est-ce qu'il y a une censure à un moment? Non, Comment... il y a des règles qui ont été établies, en l'occurrence par l'IMOCA, qui sont des règles qui me paraissent tout à fait intéressantes, qui sont des règles très simples. C'est-à-dire quand une vidéo arrive, nous, on a, en tant que producteur du Vendée Globe, un référent chez le sponsor. Qui va dire. On envoie la vidéo brute chez ce référent, qui nous valide la vidéo, et ensuite, on la met à disposition de l'ensemble des chaînes en France et à l'international sur un serveur, une fois qu'elle a été validée par ce référent. Ça prend combien de temps? Ça demande, c'est 10 minutes maximum, parce qu'en l'occurrence, ils sont prévenus directement maintenant par téléphone portable, etc. Donc c'est très très facile. Ils peuvent même lire la vidéo pour la valider sur leur téléphone portable. Mais de toute façon, j'aurais tendance à dire que les gens qui font de la production audiovisuelle dans le domaine du maritime connaissent l'ensemble des marins, et même s'ils n'ont pas une validation de la part d'un référent de ce marin, ils ne sont pas complètement idiots et ils n'envoient pas n'importe qui. C'est-à-dire que de temps en temps, on a reçu, pas sur ce Vendée Globe-ci, mais sur les Vendée Globe précédents, on a reçu des images où on s'est dit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de référent, on s'est dit tout seul, non, on ne peut pas envoyer ça, quoi. On ne peut pas diffuser ça. Donc non, il faut faire un petit peu attention parce que le marin est est très isolé et il ne se rend pas tout à fait compte de temps en temps parce qu'il est très très fatigué, il lui arrive un certain nombre de choses que les vidéos qu'il nous envoie ne sont pas toujours aptes à être mises devant tous les yeux, quoi. C'est plus dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils sont en train de faire? Ça peut être un peu les deux. Et c'est la dernière édition, il y a eu quand même des vidéos refusées ou Non. coupées certaines parties? Moi, j'étais en Non. navigation, je ne sais pas. Non, j'ai pas ce souvenir-là. Pas cette édition-là. Vous n'avez Parce pas le réflexe quand même d'aller vous filmer effectivement dans des moments de détresse, dans des moments compliqués. Sur le dernier Vendée Globe, il y a quoi? On peut remettre en perspective la vidéo de Jean Le Cam qui, avant d'aller détacher un filet avec son couteau sur ça, qui est dans une situation de détresse et il se met en scène après. Ça, c'est une vidéo qui a été énormément regardée, qui a marqué beaucoup, des milliers et des milliers de personnes. Voilà, ce soulagement. Mais des vraies vidéos de détresse, effectivement, j'ai du mal à me mettre à la place des marins. C'est des moments où on ne sort pas la caméra. Ouais, je me souviens aussi d'une vidéo de Michel Desjoyaux qui était en tête du Vendée Globe. Ça devait être en 2004. Non, 2008. En 2008. Ou 2008. Non, en 2000. En 2000. En 2000, En 2000, où le moteur il pétait, avait ouais. cassé un alternateur de moteur et il pleurait devant Enfin, il disait, mais c'est pas possible, je suis en tête du Vendée Globe, j'ai 300 000 d'avance et je vais pas pouvoir finir ce Vendée Globe. Les larmes de Bilou également quand il Ouais, débat. les armes de Bilou quand il démate, enfin, etc. Donc, mais c'est des images, ça, qui passent. On fait attention et on prévient les différentes personnes autour du marin. Mais c'est des images qui passent parce que c'est des images magnifiques. Il y a toujours une limite entre le voyeurisme aussi de cette Ouais, vie qu'ils ont à bord. c'est ce Comment qu'on veut ça éviter. comment ça se gère ça? Bah, je pense que oui, il faut toujours éviter ça. C'est-à-dire, hein, entre guillemets, il faut essayer aussi un peu éduquer. Peut-être c'est un mot fort, mais quand même, moi, je suis contraire aux sortes de reality show où on voit les gens dans leur chambre à coucher sur une île, etc. Donc, je pense qu'il y a, on navigue, c'est du sérieux, on met en péril la vie
souvent, parfois chaque seconde, surtout dans les mers du Sud. Et donc, il y a un respect qui doit être réciproque. Déjà, la personne qui envoie des images ne doit pas être offensive pour n'importe qui. Voilà. Et de l'autre côté, il faut respecter. Il ne faut pas demander, par exemple, je serais contraire un jour si on nous impose d'avoir des caméras qui filment en 24 heures sur 24 et après le montage ou le choix, ça se fait à terre. Le skipper doit être toujours, à mon avis, c'est lui qui décide les images envoyées. Voilà. C'est ce qu'a évoqué Sodebo aussi avec Thomas Coville, hein, sur son tour du monde, sa frontale, ses 5 caméras à l'intérieur du maxi trimaran et avec une régie qui peut éventuellement être dirigée de Paris. Après, on est vraiment sur un fil et à la limite du voyeurisme. Je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir, mais ça peut effectivement être compliqué. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Profitez-en, ils sont là. C'est le dernier débat de la course au large. Est-ce qu'il y a une liste de choses à se dire, bon voilà, j'ai fait la cuisine, ça s'est fait, je me suis filmé en train de travailler devant l'ordinateur. Non, au moins, je crois qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était les secrets des vidéos, etc. Et moi, j'avoue que je découvre l'engouement qu'il y a eu à terre et, avec le temps, de plus en plus, parce que vraiment, c'était vraiment énorme et c'est vraiment touchant. Et je pense qu'un des secrets, c'était à la fin de rien préparer. Et l'équipe à terre savait que, et je pense en connaissant un peu mon caractère, que si quelque chose m'aurait été imposé, je ne l'aurais pas fait, voire je me serais renfermé dans mon monde, dans la course, point la ligne. Et donc je pense que Didier Hélin et tous les autres ont été assez intelligents de comprendre ça et de me laisser faire. Et donc, il y a un moment même que moi, j'ai dit, mais est-ce que je suis en train d'envoyer trop de vidéos, le budget, etc. Mais Didier, le sponsor, il m'a dit, Alessandro, je te l'aurais dit, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, fais ce que tu veux, continue à raconter tranquillement, normalement, ton voyage. Voilà. Mais après, c'est vrai, j'ai dû forcer, j'ai laissé la porte ouverte au Père Noël. Bon, ça, je savais qu'il devait arriver, donc voilà, ça oui, c'est un peu programmé parce que je savais qu'il était là. Il y a un cas d'école sur la dernière Jacques Vabre, Loïc, c'est Tanguy de la Motte qui embarque François Damiens. Ce sont les deux, évidemment, qui nous ont envoyé le plus de vidéos, entre 2 et 3 vidéos par jour. C'est énorme, tu le sais bien, sur une Transat. Après, c'est ça, on est là soit pour performer, pour gagner, on est là, comme Alessandro, soit pour faire partager son aventure, et puis on est aussi là pour communiquer. C'est ce qu'a fait Initiative Cœur, en plus pour une belle œuvre. Donc. Seul ou à deux sur une course, ça change quoi au niveau de la production Pardon, Seul ou à deux au niveau de la production des images, ça change quelque chose? Pour moi, par exemple, c'était la première fois que je faisais une course à deux. Ça changeait beaucoup parce que j'ai pu envoyer moins de ce que j'aurais voulu. Là, déjà, on a eu quand même, nous, on a des vieux autopilotes qui datent de l'époque de Josse, pas pour dire que c'est vieux, mais le bateau, il était Sodebo, VMI, avec Sébastien Josse, 2004. Donc, on a des pilotes qui datent d'avant de 2003, des autopilotes. Et les autopilotes, même en course à deux, ça s'utilise parce qu'on les emploie pour faire les manœuvres, pour se reposer, etc. Avoir certains moments la nuit quand on ne voit pas bien les vagues. Tandis que là, on a dû barrer l'épreuve, même, et on a dû barrer en continu, presque tout le temps, en se donnant la relève. Et donc, moi, dans les moments que c'était mon moment de repos, je devais aussi faire rentrer l'envoi, filmer, etc. Et Alberto, il a très peu filmé, et donc c'est moi surtout qui avais l'habitude, avec la gestion des logiciels, etc., de filmer, d'envoyer, de faire les photos, et en plus après tout l'ITER, toute la succession de choses qu'il faut faire, mettre en route l'antenne, bien l'exposer, réduire le fichier, essayer de faire un petit montage si possible, commencer l'envoi, etc. Voilà, donc tout ça, ça demande aussi de tenir sous des petites autres choses. Il faut tenir sous contrôle la charge des batteries, des servitudes de bord, et en sachant que quand même une antenne, elle consomme pas mal par rapport à l'énergie globale du bateau. Et donc tout ça, après, il faut gérer tout ça. Il y a aussi un cas d'école, et c'est plus simple quand on est 15 sur un maxi trimaran. Le dernier Jules Verne de Loïc Perron et de Banque Populaire avec Kevin Escoffier, médiaman à bord,
qui nous envoyait aussi au quotidien pendant 45 jours des images incroyables. Moi, j'ai juste un souvenir de ça avec Loïc Perron, qui notamment sur Canal, chez nous sur Infosport Plus et iTélé surtout, nous l'avait fait à différentes reprises, c'est-à-dire qu'on avait Loïc, avec sa verve qu'on lui connaît, en tant que présentateur télé, à bord dans le Grand Sud du Maxi Trimaran Banque Populaire 5 en faisant le tour de l'équipage et des séquences de 5-10 minutes. Ils avaient le temps à l'époque. Ça, c'était des images et des séquences incroyables pour nous. On n'avait jamais vu ça à l'époque. Et c'est l'avenir aussi. L'avenir Hervé Borde, c'est le direct, c'est encore plus de direct. Oui, ça on n'en a pas beaucoup parlé parce que ce dont a parlé Alexandro, c'est principalement des images qu'il envoie lui-même, des fichiers qu'il prépare, etc. Mais je pense qu'effectivement, le direct va prendre le pas de plus en plus et on va le voir sur la Volvo, on va le voir sur le prochain Vendée Globe, on va le voir. Oui, bien évidemment, le direct, il y a quelque chose en plus dans le direct. Voilà, on est avec le marin à un moment T et on en a fait pas mal d'ailleurs sur le Vendée Globe 2012-2013 et ça marchait à chaque fois. Enfin, nous derrière en régie, on était à chaque fois fascinés et je pense que c'est le cas aussi des téléspectateurs ou des internautes. C'est une demande pour nous. On en a absolument effectivement besoin et les téléspectateurs le réclament. Ouais. Alessandro, quand on a été mis en avant comme ça, ou qu'on s'est mis en avant sur le Vendée Globe, on est attendu après, il y a une obligation sur une Jacques Vabre ou sur une prochaine course, Route du Rhum ou Barcelona World Race. Du coup, on a une obligation de satisfaire le public comme on l'a fait sur la première fois. C'est un plaisir et c'est vrai que les gens au Havre, même avant dans la préparation, nous ont demandé faites-nous rêver encore. Et on a eu vraiment des messages très sympas. C'était vraiment de voir les gens. N'importe quelle situation sociale, et qui nous disait et moi, maintenant que je vais au travail, à 10h, j'ai fait quoi? Avant d'aller au travail, j'ai regardé votre position, s'il y avait une vidéo de Team Plastic et tout ça, et maintenant, vous nous avez laissé un vide. Donc voilà, c'était sympa de revoir tous ces messages, et les gens au Havre disent merci, essayez d'envoyer le plus possible. Parce que c'est vrai que en regardant après, parce que je l'ai fait même dans le métro maintenant, je regarde aussi des vidéos des autres. Donc à l'époque, j'ai voulu voir comme de Jean Le Cam, les autres problèmes de François Gabard, un peu de tout le monde, Javier Sanso quand il a eu le problème. On a eu aussi l'autre image extraordinaire, je pense aussi après de Bernard Sam quand il couche le bateau et tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai découvertes et je crois que les autres marins le font aussi petit à petit. On vit un autre Vendée Globe. Et un peu ce que le public a vu à terre, a vécu à terre. Donc c'est vrai, il y a une attente et c'est du plaisir à pouvoir la respecter, quoi. Voilà. Et tu imaginais pendant le Vendée Globe, quand tu envoyais toutes ces vidéos, que ça aurait un tel impact sur le public? Non, franchement non. Non, mais c'est une bonne surprise. C'est une belle surprise, oui. Est-ce que vous avez une question pour nos invités? Oui, bougez pas. Bonjour, merci. Est-ce que cette obligation de communication en direct, cette tendance, c'est pas aussi vous priver, vous, un petit peu de votre expérience? C'est-à-dire que vous restez en communication avec les autres et en fait, vous ne vivez moins peut-être l'expérience en direct vous-même. Et vous dites le fait de faire du direct? Ouais. Vous restez connecté au monde alors que vous êtes en train de vivre une expérience. Mais non, mais je pense qu'il faut des limites quand même. On ne va pas être connecté 24 heures sur 24, mais faire de temps en temps des directs, ça peut être intéressant. Nous, on a essayé de le faire. Moi, je l'ai fait avec mon sponsor. Je l'ai fait avec, d'ailleurs, il y avait le président du conseil général en Vendée. Donc, je crois que c'est intéressant. On ne va pas être connecté 24 heures sur 24. À ça, je pense que ça pourrait enlever un jour, si quelqu'un va le faire, du charme à ce qu'on fait à ce tour du monde. Voilà. Une autre Je question? crois que c'est l'avis de beaucoup de monde. Il ne faut pas être trop intrusif dans un bateau, quoi. Il faut qu'on soit, nous, producteurs un peu présents, mais de façon intelligente et mesurée. Et principalement sur une course comme le Vendée Globe, qui reste une aventure. Une autre remarque, j'ai la nostalgie des premières vidéos des premiers Vendée Globe où on voyait vraiment la navigation, on voyait l'océan, on voyait le bateau. Et ce que j'ai trouvé sur cette édition-là, c'est qu'on avait beaucoup plus de visages et des fois que des visages. Et pour nous qui sommes à terre, on a aussi envie d'être à bord du bateau,
et de voir le bateau naviguer, et de voir le mouvement des vagues, de ressentir ça à travers la caméra. Et ça serait bien qu'il y ait, enfin, à mon sens, un peu moins de visage de skippers qui se filment eux, et plutôt qui filment ce qu'ils vivent. Bah, nous, on essaie de faire le possible. Et non, j'essaie de raconter, je crois, dans les vidéos, il y a un peu de tout. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui nous demandaient aussi de nous filmer plus. Donc là, il faut trouver, voilà, il y en a qui préfèrent ça, etc. Donc on essaie quand même de faire un peu à notre goût, un peu tout. Donc il y avait, c'est vrai, ce qu'on raconte, etc. Et les situations du jour, les peurs, les icebergs, la côte et tout ça. Mais j'ai essayé aussi, peut-être c'est un peu mon côté des études scientifiques. Hein. Je reste un géologue, j'ai fait des sciences de la Terre à Palerme. Donc j'essaie aussi un peu de documenter. Ça m'arrive aussi de prendre des échantillons d'eau. Et après, c'est systématique. Je n'ai pas le temps de les faire analyser, mais ils sont de côté dans mes bateaux ou à terre. Et j'essaie, par exemple, quand il y a une caravelle portugaise, je l'avais déjà publié dans un livre. Mais après, là, je l'ai filmé. Et pour commencer à en parler, ou les albatros, ou les petits oiseaux, même dans la préparation, dans les qualifications. Moi, on m'a imposé de faire une sorte de double transatlantique avec mon bateau de Sable d'Olonne, presque au Canada, au Labrador, Terre-Neuve. Et là, il y a eu des hirondelles de mer qui sont arrivées dans le bateau. On a mis les images sur Internet. Et moi, à ces jours, je n'arrive pas à m'expliquer comment des choses comme ça peuvent arriver. C'est-à-dire, si vous voyez les vidéos, on dirait deux oiseaux, un couple, je pense, a vu comment ils géraient leur vie avant, etc., mais qui étaient apprivoisés. On voit des choses en mer, ils sont restés 3 jours à bord. J'ai créé un nid, et ils sont restés dans le nid, ils ont fait caca dans le nid, ils suivaient quand je préparais le café. J'ai mis les vidéos sur Internet, ça c'était les qualifications du Vendée Globe. Et vous voyez, moi je suis à la table à cartes, il vient sur l'ordinateur. Je prépare mon café, il vient à côté de la cafetière italienne. Regardez, je le posais sur son, comment on dit, sur son appui que je lui avais créé plein d'appuis autour dans le bateau à l'extérieur. Et parfois, il revenait sur mon doigt. Donc, et c'était une hirondelle de mer que, normalement, quand elle est arrivée, je pense que c'était le mâle, il voulait mourir. Parce qu'il était attaqué, mais il était épuisé. Il était attaqué par des frégates qui lui donnaient la chasse. Et à la fin, j'ai commencé à lui donner de l'eau, la dernière banane presque pourrie que j'avais, mais c'est la seule chose qu'il acceptait. Le lendemain, il s'est repris et il allait défier les frégates en vol par amusement. Et c'est ça qui est non. Et après 2 heures de vol, voilà, c'était vraiment assister à Star Wars. C'était comme rentrer dans Star Wars, c'est la même chose. Comme vous voyez, Alan Sol, etc. La même chose. Quand il était fatigué, il rentrait, mais quand la frégate est arrivée à 20 mètres du bateau, il fonçait dans le bateau et il m'appelait, il avait besoin d'eau et de manger. Donc, et après, il faisait 5 heures, il se reposait et hop, là, il repartait défier les frégates. Ça, c'est fantastique. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je suis arrivé à le filmer. La preuve que donc, ils ne filment pas que leur mise en scène. Non, il y a eu les hérons, il y a eu qu'on a pu des cachalots, des baleines, des dauphins. Voilà, Ah, il ne faut pas le relancer. Hein. On va libérer Hervé Bord parce qu'on ne voudrait pas vous faire rater votre train. Merci d'être venu. Une dernière question pour Alessandro peut-être. J'ai trop parlé, moi. Ouais. Alessandro, quel était l'impact de ta communication en Italie ? Est-ce que tu es aussi populaire en Italie qu'en France ? Un peu moins, je crois, un peu moins. Mais je crois qu'il y a, ça c'est peut-être une question de tradition et du fait aussi que quand même le Vendée Globe a ses racines en France. Et il y a quand même la voile, elle est beaucoup plus populaire dans le bon sens du terme, donc plus, je veux dire, est plus diffusée. Et il y a beaucoup plus de passionnés de voile en France qu'en Italie. C'est juste pour ça que je pense que c'était suivi. Et c'est quand même une course qui a quand même ses racines en France. Voilà. Mais là, je suis content et honoré quand même d'avoir amené mes 2 drapeaux de mes patries, la France et l'Italie, parce que c'est le skipper qui donne la nationalité, les drapeaux, donc qui sont affichés dans le Vendée Globe. Donc j'ai amené les 2. Voilà. Le mot de la fin, Fred. C'est merveilleux. Vivement la route du Rhum. Hein. Ah oui. Hein, vivement la route du Rhum. Ça va vite venir. Hein. Pour vivre de nouvelles vidéos et Et aventures puis d'Alessandro. le tour du monde de Thomas Coville, à qui on souhaite un départ
prochain. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le Merci à stand de la Barcelona World Race et de l'IMOCA Ocean Masters pour ce dernier débat de la course au large. Bonne journée sur le salon nautique. À bientôt.